Les meneurs, segment On prend le lead, épisode 4. Aujourd'hui, Vicky Girard vient nous jaser des coachs qui crient. Mais moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu sais, tu peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Votre entraîneur-chef, your head coach, Martin Saint-Louis. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe le résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sous le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la classe, les débats sont positifs. We believe c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that. On s'y vise en 4 comme Jean Béliveau. Big shot à la gabière, avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir. Fais ton choix, prends ta meilleure. 100% on est ce type de donneur. Au fond c'est des forceurs. Bienvenue dans les meneurs. She was my biggest fan and cheerleader. She believed in me even when I didn't. I know she's with us tonight, and I'd clearly be proud and smiling down. As a kid, she would always tell me, "Show them, Marty, show them." Well, Mom, I think I did. Que d'émotion de voir Martin Saint-Louis parler de sa mère comme ça. Sérieusement, là. Je pense que je m'en remettrai jamais, Jeff. Non, ça donne des beaux frissons et non des bro-frissons. Des bro-frissons. Ouais, c'est ça, ce speech-là, il est très émotif. Je l'avais vu en live, puis j'avais été très, très touché par le discours de Martin Saint-Louis. Évidemment, il fallait le mettre dans notre nouvelle vidéo pleinement hockey. Hein, Kev, c'était important pour nous parce que Saint-Louis, c'est comme notre leitmotiv. Ouais, c'est notre nouveau Kobe Bryant, si on veut, parce que, tu sais, on a comme un peu tassé Kobe, si on veut, mais c'est une façon pour nous d'amener le Kobe du hockey d'une certaine façon. Yes, donc, on prend le lead. Épisode 4 déjà. Aujourd'hui, Kev, on a encore un gros menu. Ouais. Le warm-up va être pleinement Gallagher. Ouais. On va passer au segment La Gabière. Moi, je m'ouvre une bière, je te le dis. Oh. Okay. Puis, on va aller voir Vicky pour le segment Phoenix 360 pour finir avec les deux. Puis, mettons... Oui, ça va être intéressant. J'ai bien hâte. Pour être totalement franc avec vous autres, j'ai de me réveiller d'une sieste inattendue. Ça va prendre une couple d'instants pour me réveiller. Mais là, je suis avec toi. Fait qu'on verra. On verra pour moi si je m'ouvre une bière. Avant qu'on plonge, hey, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Avant qu'on plonge dans le warm-up, oui. Je veux féliciter les Oilers d'Edmonton. Je veux féliciter Stan Bowman. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il a invité 3 filles à son camp de développement. Puis c'est une idée de Stan Bowman. Donc, félicitations à Abby Murphy, Chloé Marano et Caitlin Creamer qui sont invités au camp de développement des Oilers d'Edmonton. Je trouve ça crissement le fun que Stan Bowman ait pensé à inviter des femmes. C'est extraordinaire. Je pensais jamais que Bowman allait penser à ça pour vrai. Là. Mais wow, fallait que je le félicite, Kev. Ben, honnêtement, j'ai pas la meilleure opinion de cet homme-là, mais c'est une belle façon de redorer son blason, définitivement. Fait que chapeau à lui, on va y donner. Exactement. Fait que c'était ma petite parenthèse du jour. Là, on s'en va s'échauffer. Puis je veux qu'on parle de Brendan Gallagher. Là, on est rendu jeudi. Gally a été échangé lundi vers les Canucks de Vancouver en retour de considération future
et une retenue de 50% de son salaire, juste un an de contrat. Mais tu sais, on n'est pas ici pour parler des statistiques de Brendan Gallagher, de comment il s'était posé au niveau statistique. En tout cas, pour ma part, chez Canadien de Montréal, moi, je veux parler de l'individu, de qu'est-ce qu'il a apporté, parce que c'était pas le plus rapide, c'était pas le plus talentueux, mais il est devenu l'un des joueurs le plus aimés de l'histoire moderne des Canadiens de Montréal. Puis pourquoi Kev, qui est devenu ce joueur tant aimé, c'est son courage. C'est son refus d'abandonner. C'est le sacrifice qu'il a fait jour après jour. C'est la douleur d'accepter les coups devant le filet. Lui, il mesure 5 pieds 9, il s'en va affronter des défenseurs, des mastodontes de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Il est là, il portait fièrement le chandail du tricolore, le CH tatoué sur le cœur. Tu sais, c'est comme ça que son héritage se résume, selon moi. Puis lui, il a contribué à bâtir cette nouvelle culture-là chez le Canadien de Montréal. Oui, puis en plus, la majeure partie de sa carrière avec les Canadiens était, je ne veux pas dire sous-payé, mais son prime était avant que son contrat de 6,5 millions embarque. Il a donné beaucoup aux Canadiens. Fait que, les gens qui disaient qu'il était surpayé, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait avant. T'sais. Il a littéralement donné son corps et son âme pour cette équipe-là. C'est un gars qui était apprécié de tous. Honnêtement, pour un choix de 5e ronde, là, il peut être fier. Puis, honnêtement, les Canucks viennent d'en pogner un bon. Là. Tous les joueurs sont partis à Vancouver. Tous les vétérans. Puis, la culture est toute à refaire là-bas. Fait que c'est un bon move des Canucks d'avoir fait comme gars. On a besoin d'une nouvelle culture. On a besoin d'une nouvelle voix dans le vestiaire, si on veut. Fait que qui d'autre que Brendan Gallagher, sérieusement, qui représente la classe, le travail, l'engagement, tout. Il représente tout ce que tu as besoin dans un leader puis dans une culture. Fait que les Canucks, vraiment, ils ont bien fait puis ça leur a rien coûté. T'sais. Fait qu'à un moment donné, tu calcules tes affaires, tu dis peut-être qu'il est en fin de carrière, peut-être qu'il en donne moins qu'avant, mais tout ce qu'il apporte, ça va au-delà du hockey, selon moi. Oui, exactement. Puis tu sais, ce que je trouve cool, c'est que Brendan vienne de participer à la construction d'une culture qui est presque terminée, puis il s'en va de n'amorcer un autre avec les Canucks de Vancouver chez eux. Il provient de là, il retourne chez eux. Ils vont s'en aller là après l'été ou à la fin de l'été avec sa femme parce qu'ils attendent un deuxième enfant. Donc, on va sûrement continuer de le voir s'entraîner à Brossard avec ses anciens coéquipiers, mais c'est une addition majeure pour le leadership chez les Canucks. Puis tu sais, Kev, on ne se souviendra peut-être pas des buts que Gallagher a marqués, mais on va se souvenir toute notre vie la façon dont il jouait, comme un asti de guerrier, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de cœur. Donc, moi, c'est ça que je retiens parce que les jeunes l'ont aimé, Gallagher. Ouais. C'est le fun d'aimer un joueur qui donne l'exemple, qui travaille, qui est pleinement engagé, qui est passionné, et non juste un joueur qui marque 50 goals par année. Puis, je viens pas... je peinture pas Caulfield dans un coin parce qu'il travaille Caulfield, mais tu comprends ce que je veux dire avec mes propos. Ouais, puis chaque présence, c'était dans le tapis. C'était peut-être 30 secondes, mais tu savais qu'à la fin de ces 30 secondes, le réservoir il était vide. Tu sais, honnêtement, je pense que Martin Saint-Louis l'adorait, tu sais, parce que justement, ça représente beaucoup ce que Martin Saint-Louis était comme joueur. Tu sais, c'était dans le tapis, c'était un petit joueur, c'est sûr, comme tu as dit, c'était pas le plus talentueux, mais tout ce qu'il apportait, là, c'était des intangibles qu'on peut pas ignorer. Là. C'est sûr que ça a fait un petit pincement au cœur parce que tu veux pas, il y a des petits montages photos qui sont apparus sur les réseaux sociaux de Gallagher avec le chandail des Canucks. Autant je suis vraiment content pour lui qu'il retourne à la maison d'une certaine façon, mais autant que c'est triste. Des fois, la business du hockey est impitoyable. Tu sais. Même si au final, c'est juste du positif qui se passe, tu sais, parce que le Canadien, quand même, libère 3 millions 250 000 sur la masse salariale. Fait que, tu sais, quelque part, c'est des millions qu'on va pouvoir utiliser pour aller de l'avant dans leur reconstruction qui est presque terminée. Mais c'est triste quand même. Ça va faire bizarre de ne plus voir Gallagher avec les Canadiens, honnêtement. Là. Puis, d'un point de vue hockey, c'est une bonne transaction aussi parce que ça fait des années qu'on a Gallagher et Anderson dans le même line-up. Puis honnêtement, des joueurs comme ça, des équipes gagnantes qui en ont seulement un. C'est rien à leur enlever, là. Mais c'est des joueurs comme ça qui sont limités offensivement, qui n'ont pas nécessairement le meilleur IQ.
c'est ça. T'en as juste un, puis en plus, ça coûte cher sur ton bottom six, là, quasiment 12 millions en salaire. Sur ton bottom six, c'est beaucoup pour 2 joueurs. Fait que non, c'est positif pour tout le monde. Au final, c'est ça que je retiens de cette transaction-là. Ben, on retient que du positif de Brendan Gallagher, le numéro 11, anciennement du tricolore. Kev, je vais te laisser lancer le segment à la gabière parce que j'ai hâte de lever mon verre à Brendan. Ouais. Ben, honnêtement, je pensais pas boire ma bière, mais vu qu'on est là pour Gallagher, là, pour le warm-up, je vais me l'ouvrir. Fait qu'aujourd'hui, je vais prendre la blanche. Eh oui, je vais la boire. Tu sais, je viens de me réveiller d'une sieste, pas très optimale, mais mon gars, ça faut ce qu'il faut. Hein? Je suis un gars d'équipe. Fait qu'aujourd'hui, c'est la blanche. Elle est succulente, rafraîchissante. Puis toutes les occasions sont bonnes pour consommer de la gabière. La meilleure bière désalcoolisée du Québec, Jeff. Ben, moi, je vais boire finalement une bière que j'ai déjà présentée d'un show puis que j'avais pas bu parce qu'il était trop tôt le matin. New England IPA pêche et fruits de la passion. Puis comme le disent la gabière, ta plus meilleure sans alcool du monde. Fait que cheers à Brendan Gallagher. J'ouvre ça en son honneur. Et pendant qu'on ouvre notre bière, la gabière sans alcool, on va accueillir notre ami Vicky pour le segment Phoenix 360. Hello les boys! Cheers à Gallagher! J'ai su un potato. Gorgé! Ah oui donc, hein, tiens. Oh yeah! J'espère que ça va bien, Vic. Ça va merveilleusement bien. Vous autres? Ouais, ça va bien, sérieusement. Ce show-là, il donne du gaz, tu sais. On prend plus la parole, on est plus investi, on sait qu'on va jaser avec Vicky. Tu sais, ça se passe tout le temps bien dans ce temps-là. Écoute, on est parti rock and roll, hein? Hey, mais puis moi, là, je veux starter ça avec une question, Vic. Shoot. Tu sais, pour lancer le fameux sujet, les coachs qui gueulent, là, ça motive-tu vraiment les athlètes ou ça limite le potentiel des joueurs? Ah, c'est tellement une bonne question, mon Jeff. Ou comme Kev dirait, mon Jean-François. Il aime tellement ça, en plus. Ben oui, écoute, moi, je serais curieuse d'entendre juste votre opinion à la base. Genre, qu'est-ce que vous pensez selon vous? Ben, c'est une méthode dinosaure. Moi, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Okay. Puis, je sais pas qu'est-ce que. Tu sais, ben, je sais au final ce qu'il essaie d'aller chercher, mais je trouve que c'est très indélicat comme méthode. C'est arriéré. Dans le sens, on dirait qu'en criant après ton joueur, tu vas tenter de faire réveiller l'étincelle, mais je pense plus que certains joueurs vont figer face à cette méthode, comme oh shit, le bouton panique est activé. Là. Oh shit, tu sais. Fait que je ne sais pas à quel point c'est la méthode la plus optimale pour se faire sortir le meilleur d'un joueur, là, personnellement. Moi, pour ma part, puis je vais me mettre comme dans la peau du joueur, je fige. Moi, avec moi, c'est pas la méthode. Tu viens me crier après, je vais m'effondrer au lieu de performer. Je suis fait comme ça. Puis, quand je coachais les jeunes joueurs au baseball, j'avais une approche vraiment... je criais pas, il fallait pas que je crie. C'était plus la communication, c'était des enseignements. J'étais strict, mais je criais jamais après les joueurs. Puis, je le sais que sur 12 de mes joueurs, là, il y en a 11 qui n'auraient pas aimé ça se faire crier après, comme on a vu avec des anciens coachs dinosaures ou même des coachs que j'ai eus jadis au hockey. Fait que moi, je préfère personnellement la méthode plus flatteuse, on va dire. Plus flatteuse dans le sens de, mettons, de complimenter, d'être plus doux. Ouais, exactement, parce que j'aime complimenter, puis si le joueur fait quelque chose de pas correct, souvent, le joueur le sait, puis je disais pas tout de suite, j'attendais avant de lui dire, exemple, après le match ou à la prochaine pratique, mais pendant le match, j'allais jamais lui dire ça, c'était du caca ce que tu as fait là, parce que j'allais jouer dans la tête pour ses prochaines présences. Donc, j'essayais toujours de garder un esprit positif, mais le négatif, je l'amenais après ou lors du prochain entraînement. C'était ma façon de fonctionner. Mais on adore, on adore. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre, messieurs? Oui! Oui, on est prêts? OK. Parce que, comme Kev, tu as quand même soulevé un bon point dans le sens de si tu cries, tu espères de faire réveiller quelque chose, mais il y en a qui vont bien le prendre, il y en a qui vont mal le prendre. OK? Fait que, la base de ça, OK? Là, on sort nos papiers crayons pour les mots Scrabble, avec les gros mots qui sont bien difficiles. Là. La base de ça, OK? C'est qu'il faut comprendre que quand on crie, ça a une utilité. OK? Ça va faire ce qu'on appelle une activation physiologique immédiate. OK? En français, ce que ça veut dire, c'est qu'on va juste essayer de venir réveiller l'athlète one shot. Okay? Ça fait ça. Mais pourquoi est-ce que l'athlète se réveille? Parce qu'avant de penser
est-ce que crier, ça fonctionne ou non? Il faut juste voir c'est quoi l'impact sur le corps. Après ça, on va être capable de voir. Puis finalement, quand on se met à crier, c'est qu'il y a une activation du système nerveux sympathique. Est-ce que vous connaissez le système nerveux sympathique, messieurs? Tu nous en as déjà parlé, mais honnêtement, c'est un peu flou. Il va falloir que tu éclaires ma lanterne, personnellement. Le système nerveux sympathique, c'est super simple. C'est qu'est-ce qui te met dans un état de réaction. Okay? Tu sais, mettons, quand on parle de stress, des fois, on peut dire fight or flight. Là. Bon, mais le moment de fight, là, qu'on est prêt, tout ça, là, l'activation, ben, c'est de par ce système nerveux-là. Okay? Fait qu'il y a une sorte de système nerveux dans le cerveau. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne full cortisol, full adrénaline pour faire en sorte qu'ultimement, l'athlète va réagir. Fait que si tu as un coach qui crie, puis let's go, là, puis commence à vraiment déverser sa colère sur l'athlète, on va le dire de même, ben, l'athlète va réagir et le coach, c'est quoi le message que lui, il va avoir? Il va dire, ben, ça marche, j'ai crié, OK? Mais là, maintenant, ça, c'est comme le initial, OK? Après ça, on a parlé de motivation. Ça le motive-tu vraiment? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant de venir voir, OK? Parce que quand on parle de motivation, c'est que tu peux avoir une motivation très, très éphémère. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la motivation, c'est pas tu as de la motivation ou tu n'as pas de la motivation. C'est un continuum. OK? Fait que d'un côté, on appelle de la motivation, donc L' à motivation, c'est l'absence totale de motivation. Et de l'autre côté, on appelle ça de la motivation intrinsèque. Tu sais, quand on dit fais les choses par plaisir, là, c'est là. Mais entre ces deux pôles-là, il y a différentes sortes de motivation. Et quand le coach va se mettre à venir crier sur l'athlète, ben il va activer, en fait, il va faire, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il va avoir une certaine sorte de motivation qu'on appelle la motivation externe, OK? Ça, là, si on traduit ça, ce que ça veut dire, c'est que quand le coach va se mettre à crier sur l'athlète va réagir, il va être motivé. Donc, la motivation, c'est juste un comportement, hein? C'est l'expression d'un comportement en fonction d'une situation. Mais l'athlète va être motivé parce qu'il va avoir peur d'être puni. C'est ça qui arrive. Il va avoir peur de se faire humilier. Il va avoir peur, ultimement, de subir une conséquence. C'est ça, la motivation externe. Fait que là, maintenant, c'est juste de se poser comme question, est-ce que cette motivation-là, elle est utile à long terme dans le sport? La réponse, c'est non. Ça ne fonctionne pas. Parce que qu'est-ce que la science démontre? C'est que plus que, dans le fond, à un moment où le coach va se mettre à crier, ça va provoquer une situation de stress aigu. Donc, le stress, il embarque vraiment beaucoup. Mais si le coach, c'est sa manière de faire là, encore et encore et encore pendant des années, puis que l'athlète est toujours, lui, dans le même environnement que ce coach-là, ça peut venir se transformer en stress chronique. Et le stress chronique n'est pas bénéfique pour une performance sportive. Parce que tout ce qui touche là, à la prise de décision, okay, par rapport au réflexe, à la mémoire de travail, le stress vient gruger ça. Fait que quand que ton cerveau d'athlète est toujours dans un état de stress chronique, tu n'es pas capable de faire en sorte d'avoir les meilleures performances. Mais là, tu as le coach qui crie après, tu fais quoi? OK? Fait que c'est là que ça commence à être vraiment un peu plus comme un terrain glissant, par exemple, qu'on va dire. OK? Fait qu'il y a un point, moi, que je veux aborder parce que je suis pas mal certaine qu'il y en a qui vont écouter ce genre d'épisode-ci et qui vont dire « Ouais, mais moi, quand mon coach me crie dessus, ça marche. » Il y en a, là. OK? On en connaît, là. Il y en a qui sont « Let's go », puis ils se crient dessus, puis qui s'arrachent le cheveu de la tête. Ah, OK? Quasiment à la King Kong, là. La nuance, ce n'est pas le volume. La nuance, c'est l'intention. C'est ça qui est important. Fait que quand un coach va venir crier, ça peut être par rapport à donner une motivation rapide, positive, si c'est bien structuré. Genre, mettons, moi, j'ai coaché au basketball vraiment longtemps dans ma vie. Super longtemps. Fait que quand je coachais mes athlètes au basketball, puis que mon athlète, par exemple, était open pour prendre un 3 points, mais clairement, je vais crier « T'inquiète! » C'est rapide, ça donne un boost de confiance de faire « OK, mon coach me dit ça, parfait. » Ma fille, elle le prend, boum, le 3 points, il se fait. Mais si c'est dans un contexte de « Prends pas la balle, fais la passe, voyons, t'es pas capable de dribbler », puis tu commences à vraiment venir insulter, puis c'est là qu'il y a un jugement, c'est là que ça peut être néfaste. Fait que, pour finir, moi, la chose que je dirais au coach, c'est de dire, si tu avais à chuchoter tes directions à ton athlète, est-ce que ton athlète serait quand même capable de prendre action? Si la réponse est oui, c'est que le cri n'est pas utile, n'est pas nécessaire. C'est juste pour ça. Fait que, est-ce que c'est un cri de jugement? Est-ce que c'est un cri de venir motiver que c'est positif? Puis c'est de voir, mais est-ce qu'en retour, quand moi j'agis comme ça en tant que coach, mais c'est quoi le retour à les comportements observables que je vois de la part de mon athlète? Si ça ne marche pas, mais tu sais, ultimement, tu te dis, mais je crie à cause de quoi?
pour juste faire évacuer mon anxiété de performance. Parce que j'ai peur de perdre. Tu sais, parce que je suis fâchée, fait que je vais crier dessus. Rendu là, c'est toi, en tant que coach, qui doivent juste venir régler ça par toi-même. Fait que dans l'ensemble, c'est vraiment ça, de voir est-ce que c'est arriéré. Écoute, moi, j'aurais tendance à dire qu'il existe peut-être des meilleures façons de venir coacher par rapport à ça. Oui, puis tu sais, aujourd'hui, si on a décidé de parler de ça, on a reçu un ancien joueur de hockey qui a côtoyé un ancien coach de la Ligue nationale, je ne veux pas nommer de nom, et cet entraîneur-là utilisait le rabaissement pour tenter de motiver son joueur. À moi, ça, tu sais, puis en criant, là. Il jouait des mind games. Oui, exactement. C'est une game qui est quand même effroyable, ça, Vicky, là, de rabaisser ton joueur, là. Oui, mais tu sais, encore une fois, c'est que l'intention peut être noble en le sens de je vois le meilleur de tes capacités, fait que je veux te donner le maximum de ça, mais cette façon de faire-là, c'est comme si tu manges du spag, là, tu peux manger du spag avec tes doigts, c'est pas la meilleure, mais tu vas manger avec des fourchettes, ça va être bon, là. Tu comprends? Ça va pas être crotté partout. Fait qu'à un moment donné, c'est exactement ça, c'est de voir, mais c'est quoi la réaction de ton athlète, puis pourquoi toi, en tant que coach, tu agis comme ça? Tu sais, là, souvent, mettons, qu'est-ce qu'on va voir? C'est, tu sais, dans le monde du fitness, là, c'est le no pain, no gain, ou work hard or go home, ou des affaires comme ça. Souvent, dans le monde du sport, de façon générale, on peut percevoir cette même idéologie-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Rendu là, c'est vraiment une question, encore une fois, de voir c'est quoi la conséquence qui se passe, qui se produit à ce moment-là. Si tu as ton coach qui te crie tout le temps après, puis que toi, les souvenirs que tu as, c'est quand que ton coach te crie, ça te provoque une cascade d'émotions négatives. Mais clairement, il y a un pairage qui s'est fait là-dessus, puis c'est pas super positif, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là. Fait que c'est de se poser comme question, ben, y a-t-il moyen de faire autre chose? Puis c'est les coachs, de façon générale, mettons que tu parles avec plusieurs athlètes, il y en a qui vont dire s'il faut qu'ils se fassent échanger ou s'il faut qu'ils changent de division, peu importe que ce soit amateur ou professionnel, une des causes qu'un athlète va venir quitter son équipe, c'est à cause de l'entraîneur. Oui, exact. Fait qu'à un moment donné, c'est que l'entraîneur prenne responsabilité. Et puis là, ça se peut que je me fasse lancer des tomates, je me fasse lancer n'importe quoi. Mais les faits sont là. C'est que si toi, tu n'es pas capable de venir t'auto-réguler, comment est-ce que tu t'entends que des jeunes de 12 ans, de 17, que tu coaches dans un LHMQ ou au niveau comme professionnel, à un moment donné, c'est toi, cette figure d'autorité-là, et les gens te regardent. Tu es le leader de cette équipe-là. Tu te dois être en mesure de montrer l'exemple. Fait que si tu montres l'exemple par les cris, puis par tout ce qui est négatif, après ça peut juste comme avoir une conséquence par rapport à ta culture d'équipe, par rapport au type de leadership que tu vas avoir. Fait que ça part de l'entraîneur, ça part encore une fois, je le répète, mais c'est super important, c'est quoi les conséquences observables que tu vois? Si ton athlète pleure, tu coaches puis oui, puis que tu gueules dessus, puis après ça, il se met à pleurer sur le banc, il veut pas retourner sa glace. Et là, c'est pas parce qu'il est faible, là. C'est parce que t'es peut-être un peu trop raide, puis c'est pas la meilleure solution, là. Non, exactement. Ben, c'est ça le risque aussi. Tu sais, mettons, on prend l'exemple du hockey, ben, tu peux perdre ta chambre, tu sais, puis ça peut pas être trop long. Au début, justement, on dirait que peut-être quand tu as un entraîneur comme ça, tu es comme, OK, est-ce que ça va être de même tout le temps? Puis à un moment donné, ben, je pense que ça déborde, là, puis de tout le temps se sentir comme si tu marchais sur des œufs, ça ne doit pas être le fun pour l'athlète non plus. Hein? Mais non, parce que tu as tellement de pression en tant qu'athlète. Tu as ta propre pression de performance, tu as la pression extérieure. Ça, rendu là, c'est ta propre perception, mais elle est quand même là. Puis plus que tu augmentes de rang, mais plus que tu veux bien performer. Puis là, tu te dis, mettons, là, tu sais, au dernier épisode, on parlait qu'il y a des jeunes qui vont faire les camps de sélection pour les Canadiens et tout ça. Mais tu as une chance, là, à le faire, là. Après ça, si tu fais partie de cette équipe-là, tu ne performes pas, tu es out, là. Il y a une panoplie d'athlètes qui veulent prendre ta place. Fait que la pression, elle est là. Fait qu'après ça, c'est comme une espèce de danse à savoir, est-ce que moi, j'accumule suffisamment puis j'encaisse la part de l'entraîneur? Je peux te dire de quoi? Finalement, est-ce que je vais me faire kicker out? Ou inversement, est-ce que ça t'aide vraiment? Fait que c'est très, très délicat là, comme situation. Je pense que la première des choses, c'est que ces entraîneurs-là, il faut juste prendre conscience. Moi, je me souviens, là, à un moment donné, je coachais, là, puis je coachais avec un entraîneur, puis ça n'a vraiment pas fonctionné parce que cet entraîneur-là était rempli de colère. Puis à un moment donné, il y a eu un call qui s'est fait, il s'est levé, il a pris son pad, puis il l'a tiré sur le terrain. Il a pogné une technique, évidemment, là, mais comme tu coaches des athlètes amateurs, là, pourquoi est-ce que tu es à ce point fâché, violent, en colère? C'est pas le message que tu envoies aux autres. Exact.
C'est ça qui est dur, parce que ça, c'est ta relève, là, c'est des éponges, là. Qui a 15 ans, 16 ans, tu leur parles comme si c'était un adulte, ils ont quand même le cerveau en éponge, là. Fait qu'à un moment donné, il y a des grosses répercussions par rapport à ça aussi. C'est vraiment important de faire attention. Oui, exact. Puis les jeunes, comme tu dis, ils retiennent comme des éponges, donc ils peuvent retenir de leur sport qui n'ont pas aimé le sport en raison du coach. Ils vont se souvenir des mauvais souvenirs qu'ils ont vécu avec le coach, puis oublier ce qu'il y a eu de beau sur le terrain. Fait que moi, c'est ce côté-là que je trouve très important à un moment donné, parce que, comme tu dis, c'est toi le capitaine comme entraîneur. Tu sais, t'es la tête dirigeante, tu donnes l'exemple à tes joueurs, tes joueuses, là. Mais à 100 000 %. Fait que quand que tu prends les rênes d'une équipe, la première chose qu'il faut que tu demandes, c'est pas si tu as envie de gagner, c'est quoi le legacy, en fait, que tu veux léguer. Oui, exactement ça. Moi, je trouve que c'est ça l'importance, qu'on se souvienne de toi pour les bonnes raisons. Tu gagnes rien, mais tu es un bon entraîneur. Les joueurs vont s'amuser, puis ils vont avoir du plaisir, puis ils vont se souvenir de ça, même s'ils n'ont pas gagné. Fait que je trouve ça vraiment important. Ouais, puis Oui, en même temps. Non, Vas-y. Ben, en fait, j'allais juste dire, tu sais, ça s'applique autant dans le sport, puis je ne veux pas rentrer nécessairement deep dans le sujet, mais ça s'applique aussi dans l'éducation d'un enfant, par exemple, tu sais, en tant que parent. Tu sais, je vois tellement de parallèles, on dirait qu'on en parle, là, puis je suis comme, ben, tu sais, un parent aussi, techniquement, si sa méthode, c'est juste de crier après son enfant, ben, c'est ça, probablement que la majeure partie du temps, l'enfant va retenir, tu sais. Ben oui, puis à la longue, c'est que, mettons que tu mets ça dans le sport, c'est que ton athlète, il va finir par performer pour toi. Il ne va pas performer pour lui. Fait que son plaisir, il est où? Fait que, tu sais, le fameux continuum que je parlais, lui, il va toujours être pogné en même place. Parce que si je ne performe pas bien, ben là, je me fais enlever mon PlayStation, je me fais enlever ci, je me fais enlever ça. Ou que, mettons, à un moment donné, j'ai rencontré, justement, en intervention, il y avait une jeune fille avec qui je parlais, puis elle me disait qu'elle avait peur, en fait, de ne pas performer parce qu'elle savait qu'elle s'en allait aux États-Unis, puis que ses parents y avaient payé pour ça. Fait que si elle performait pas bien ou qu'elle n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais ça allait juste décevoir ses parents. Mais il y a autre plaisir là-dedans. C'est une chance en or là, d'aller jouer aux States. Là. C'est une expérience que moi, je recommande à tout le monde. Là. Mais que quand tu arrives là-bas puis que tu es déjà dans ce genre de mindset-là, puis tu sais, après ça, en tant qu'entraîneur, c'est dans n'importe quoi. Si tu as tellement une bonne culture puis tes athlètes te font confiance, tu vas aller à la guerre avec eux. Tu peux avoir une saison là, que vous allez tout perdre puis vous allez donner votre 100% puis finalement, la saison prochaine, tous ces athlètes-là vont exploser en termes de potentiel. Là. Fait que c'est vraiment, c'est tellement important parce que ça revient à, mettons là qu'on vous dit là, que vous êtes, mettons, on vous dit 99 fois sur 100 que vous êtes beau, que vous êtes bon, vous êtes capable, puis mon Dieu, vous êtes ci, vous êtes ça. Puis on va dire une seule fois, là, vous êtes laid, vous êtes incapable, vous êtes incompétent, que ce soit sur votre physique ou sur vos habiletés, qu'est-ce que vous allez retenir? Le négatif. Exactement. Fait qu'imagine, on est adulte, mais imagine pour une clientèle adolescente ou pour des petits binous, là, encore au primaire. Ça marque, c'est sûr. Ça marque, puis ça va venir teinter après ça le comportement qu'ils vont avoir. Fait que ces remarques-là, ils viennent dans la tête, ça teinte le comportement. Le comportement, après ça, finalement, make sense. C'est vrai, je suis pas bon, il me l'avait dit. C'est vraiment une grosse cascade après qui se produit. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Oui, puis tu sais, Kev, on le voit dans le hockey, tu remarqueras ça, là, les entraîneurs qui crient ne seront pas là longtemps versus les entraîneurs à la John Cooper, Rod Brind'Amour, Martin Saint-Louis, Paul Maurice sont là, depuis longtemps. Là. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans là, qui démontre que le style de Brind'Amour de Saint-Louis est davantage est meilleur que les dinosaures, là, tant qu'à moi. Les joueurs veulent continuer à jouer pour eux autres de la façon qu'ils entraînent, alors que les crieux viennent faire un bout, puis ils s'en retournent après, ils reviennent faire un bout, ils s'en retournent après. Tu sais, c'est comme ça, là. Oui. Ben, Tortorella, il n'a pas l'air de crier, me semble, mais il semble qu'il est raide dans son approche, tu sais, puis ça, c'est un autre sujet, là, mais des fois, c'est ça, les mind games, puis crier, puis ça fait pas long feu. Comme tu peux être raide, tu peux être intense, c'est pas ça le point que je veux que les gens retiennent. C'est que c'est correct que tu cries, mais ça revient par rapport à c'est quoi ton intention derrière. Ouais. Si tu cries devant tout le monde sur un athlète puis que tu craches ton venin dessus, à quoi ça te sert? Ouais. Littéralement, à quoi ça te sert? Pour y faire ressortir comme quoi que c'est le mal intérieur puis qu'il va aller sur la glace et qu'il va tout détruire? Ben non! Tu vas juste l'affecter encore plus parce que c'est bien juste une carapace, là. Ou est-ce que lui, finalement, il a vraiment de la misère à faire sa place puis qu'il a vraiment pas confiance puis qu'il a besoin de peut-être un petit peu de cheering plutôt que de se faire cracher dessus, tu sais? Oui, 100%.
Oui, exactement. Puis, tu sais, on parle à des joueurs qui ont joué professionnel dans LHJMQ, puis souvent, Kev, ils se souviennent des entraîneurs qui ont crié après eux 15-20 ans plus tard. Là. C'est assez fou. Là. C'est ça qu'ils retiennent de son passage à un tel endroit. Tu sais, dans la vraie vie, c'est pas ça qu'il faudrait qu'ils retiennent. Là. 100%. Ouais. Fait que, Vic, encore une fois, merci pour les grands mots. Puis d'avoir expliqué ces grands mots-là pour qu'on puisse comprendre, tu nous amènes encore ailleurs dans notre cerveau. Puis c'est tout le temps cool de discuter de ces choses-là avec toi, Vic. C'est un immense plaisir, messieurs. Merci d'être venu faire ton tour, puis on se dit à la semaine prochaine. Yes! Salut, Vic. Salut. Bye. Encore un autre excellent segment Phoenix 360 avec notre ami Vicky Girard qui a parlé des crieux. Puis mettons Gleb Pugachev. Moi, Kev, je viens pas parler du talent du joueur. Non, il n'y en a pas, ça a l'air. Ben non, c'est pas vrai! Non, c'est mais pas ça qui sort le plus, apparemment. c'est parce que depuis le repêchage, plusieurs observateurs, plusieurs recruteurs, même le Canadien de Montréal a fait une chose qui me chatouille, qui me titille, parce qu'il faut faire attention avec le jeu des comparaisons. Parce que là, on a comparé Gleb Pugachev à Tom Wilson en raison de son style physique, de son gabarit, effectivement, puis du respect qu'il impose sur la glace. Même Ken Hughes l'a mentionné lors d'une entrevue. Ça, cette comparaison-là, pour vrai, ça apporte déjà une pression que le jeune joueur n'a pas de problème. N'a pas de... Voyons, je cherche mon mot. N'a pas besoin. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit problème. N'a pas besoin. Le jeune joueur... Oui, il n'y a pas de soin. Le jeune joueur n'a pas besoin de cette pression-là parce qu'il s'en met déjà pour performer. Tu sais, le problème avec ces comparaisons-là, c'est que tu crées des attentes chez les partisans. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est une attaque McCarron, ça a fait la même affaire. Exactement. Les gens, là, oh, wow! OK, Tom Wilson. Tabarnak. Il y en a du monde qui sont venus me dire, hey, Jeff, le nouveau joueur, là, le gros russe, là, ça a l'air qu'il va être comme Tom Wilson. Hey, écoute, Pugachev, il a 18 ans. Il n'est pas Tom Wilson. Il est Pugachev, tu comprends? Ouais. Tom Wilson, ça fait une décennie et un peu plus qui imprègne son style. Ça y a pris peut-être un peu de temps à devenir le joueur qu'il est depuis peut-être 4-5 ans. Ouais. Mais un Tom Wilson, il y en a juste un. Puis un Gleb Pugachev, il y en a juste un. Il faut vraiment faire attention. Tu sais, Wilson, il a développé son identité, puis Pugachev, il va falloir qu'il fasse la même chose au sein de la Ligue nationale de hockey. Donc, je voulais mettre en garde les gens de faire attention avec les comparaisons. Puis, sont normales. Tu sais, quand tu es scout, tu regardes un joueur, tu compares toujours à qui il ressemble. Le plafond, tu n'as pas le choix. Oui, exactement. Ouais. Mais il faut faire attention pour ne pas mettre ça dans le cerveau des gens et dire c'est un Tom Wilson. C'est un Tom Wilson. Il y a des qualités similaires à Tom Wilson, j'en concède, mais ce n'est pas un Tom Wilson. Ouais. Ça devient dangereux. Là. Tu définis sa carrière avec elle est commencée. Le joueur arrive, puis là, il n'offre pas les performances à la Tom Wilson. Ben là, on est déçu. Ouais. Fait qu'il faut faire très attention là, à ce jeu de comparaison-là. Puis on a un exemple récent, je veux pas, tu sais, avec Juraj Slafkovský, les gens disent ben pourquoi il n'est pas comme Brady Tkachuk? Puis après ça, Slafkovský en entrevue, il disait ben moi j'aimerais ça être comme Brady Tkachuk, mais il oublie d'être lui-même pendant ce temps-là, tu sais. Ouais, exact. Depuis qu'il a laissé faire ces comparaisons-là de hey, je veux être Brady Tkachuk, là, ben Juraj Slafkovský, son jeu a fleuri, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut laisser les joueurs être eux-mêmes. Ils peuvent prendre des petits outils ici et là de certains joueurs. Tout le monde fait ça. Mais de dire, hey, je suis le prochain Brady Tkachuk, je suis le prochain Tom Wilson, tu sais, c'est ça. Il faut faire attention. Là. Chaque joueur a leur propre identité. Exact. Mais c'est ça. Il faut que ça se fasse sainement. Là. Ouais, puis, tu sais, pour terminer avec Pugachev, Kev, c'est que si on dit sans arrêt, voici le prochain Tom Wilson, là, tout le temps, puis qu'on martèle ça, bon, là, il va arriver, il va jouer un match, on va le juger par rapport à sa comparaison à Tom Wilson. Fait que chaque erreur va devenir plus grosse. Tu
Tu sais, c'est ça qui est un peu plate, puis à chaque fois, ça va rajouter de la pression sur le joueur parce qu'il va jouer à Montréal. Ah oui. Voyons, c'est pas vraiment le Tom Wilson, puis nanana. Fait qu'il faut faire attention en esti avec ça. Donc, il y a des qualités qui peuvent ressembler à Wilson, mais c'est pas Wilson. Bon, point d'exclamation! Et voilà. Puis mettons Ivan Demedov. Hey, ce jeune-là, là, il m'épate sérieux. Non seulement c'est un joueur de hockey incroyable, tu sais, on l'a vu aller, là, il a des habiletés offensives, c'est un doué de la game. Mais encore mieux que ça, c'est un travaillant, Ivan Demidov. Tu sais, la saison du Canadien a fini, il y a quoi, un mois à peu près? Un mois et demi? Ouais, un petit peu moins, un mois. Tu sais, il n'a pas pris grande pause. Il est allé en voyage avec sa blonde. Il est revenu, puis il débarque pas de la glace. Fait que, tu sais, c'est comme l'engagement, l'éthique de travail. Tu sais, il y a des qualités, ce jeune-là, pas juste au niveau hockey. Il y a une éthique de travail, puis ça va l'amener loin, ça, dans sa carrière professionnelle. Puis, ses aptitudes de leader aussi sont pas assez mises de l'avant, je trouve. Dans le sens que là, le jeune Zarovski est débarqué à Montréal, puis il l'a pris sous son aile. Apparemment, c'est un de ses chums, il le connaît bien. Il n'est pas obligé de faire ça. Il l'a pris sous son aile, il a fait faire le tour de la ville. Il s'englace avec lui à chaque jour. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que je vois de Demidov. C'est encourageant. Puis ça prouve un peu ce qu'on disait, on l'a dit dans plusieurs shows. Le Canadien de Montréal repêche des individus, man. Demidov, c'est un bon petit gars. Ça va être vraiment. Là, puis c'est vraiment bien adapté à son nouvel environnement. Il est impliqué dans la communauté. Honnêtement, j'ai juste des belles choses à dire sur ce jeune-là. Puis je tenais à le dire parce que c'est ça. Pas juste bon sur la glace, man. C'est une bonne personne. Ouais, il y a un mariage qui est le fun entre Demidov et le Canadien parce que Demidov fit avec cette culture-là qu'on a instaurée. Il joue avec beaucoup de passion, il compete, il est déterminé à améliorer ses faiblesses. Tu sais, on le sait, il veut donner le meilleur joueur possible, Ivan Demidov. Ouais. Puis moi, je suis sûr qu'il va marquer notre génération, puis la génération future et tout ça, parce qu'il va devenir un grand joueur. Un peu comme Caulfield, pas seulement un gars qui va chercher des points au tableau, mais qui travaille à la Canadien, c'est-à-dire la pédale au plancher. Tu sais, s'il continue à travailler avec cette rigueur-là, Kev, là, imagine le joueur qu'il va devenir. Ah ouais. Ça va être incroyable. Puis j'aime vraiment ce que je vois, ce qu'il fait en ce moment, pendant la saison estivale. Ça n'a pas tardé, comme tu l'as mentionné plus tôt, qu'il est revenu à Brossard pour s'entraîner. Parce que c'est ça, Ivan Demidov. On parle souvent de Lane Hudson, que c'est un travailleur acharné, mais Demidov, ce sont deux bons amis. Il y a cette même mentalité-là, puis une mentalité de Martin Saint-Louis, puis c'est des humains comme ça qu'on veut chez le Canadien de Montréal. Et puis apparemment, les gestionnaires du complexe CN de Brossard lui ont donné les clés de l'établissement. Ça vous donne une idée parce que le gars, non seulement il est là à chaque jour, mais apparemment il fait 2 entraînements sur glace par jour, selon ce qui circule sur les internets. Fait que non, sérieusement, c'est encourageant. Il veut s'améliorer, puis tôt ou tard, ce sera le meilleur attaquant du Canadien de Montréal. J'en suis convaincu. Absolument d'accord avec toi, mon Kev. Hey, on va se faire une petite dernière minute de jeu parce que lundi prochain, on reçoit un autre invité grandiose, Kev. Oui. Techniquement, l'entrevue a déjà été tournée. Ouais. Mais honnêtement, on vous encourage fortement à suivre ça de près. C'est Angelo Esposito. On a eu beaucoup de plaisir à y parler. Il était très généreux de son temps. Honnêtement, il y a beaucoup de belles choses qui ont. Tu sais, Angelo Esposito a été vu comme le prochain Vincent Lecavalier là, dans le temps, là, le prochain phénomène québécois. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé comme on le souhaitait tous. Puis il est venu nous jaser de pourquoi ça n'a pas fonctionné, les embûches qu'il a rencontrées au courant de sa carrière, où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui parce qu'il avait disparu des réseaux sociaux puis de la planète hockey. Fait qu'on a hâte de vous présenter ça, guys. Ouais, vraiment. Puis tu sais, il faut rappeler une chose, Kev. Angelo Esposito, il était absent des réseaux sociaux, des médias, donne plus beaucoup d'entrevues. Puis là, on est chanceux chez les meneurs. Ouais. Il vient se confier. Ça a été vraiment sharp comme entretien. Puis je suis content.
il a parlé beaucoup français, tu sais, parce que Ouais. c'est un anglophone à prime abord, là, puis qui parle français, puis j'ai trouvé ça cool qu'il vienne, puis qui parle français. Évidemment, il y a des termes qu'il va utiliser en anglais, mais vraiment une belle rencontre avec Angelo. Puis, en terminant, asti qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, Kev, de belles choses. Il y a des discussions d'ouvertes partout. C'est assez fou ce qui se passe chez les meneurs. Donc, suivez-nous. Où qu'on peut nous suivre, le Kev? Yes! Facebook, Instagram, TikTok pour les capsules vidéo de nos shows. Puis pour les shows complets, suivez-nous si vous voulez voir nos faces sur YouTube. Sinon, version audio, on a plus les Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Merci de nous suivre. Merci de nous envoyer de l'amour. Puis j'espère qu'on vous le rend. Yes, sir. Merci à tous celles et ceux qui nous écoutent, qui nous lisent. Puis merci à Vicky. Merci à la Gabière. Merci à toi, mon chum. On se dit à la prochaine. Peace. Peace.